Hello, bienvenue sur Fille Expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces femmes qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de cartes postales, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ imminent. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez aujourd'hui dans cette saison spéciale Les Îles-de-France. Aujourd'hui, nous avons Pamela avec nous. Pamela, peux-tu nous dire ton âge et de où tu nous parles actuellement ? Alors bonjour à tous, donc j'ai 40 ans tout pile, et je suis en direct de la Guyane française. Alors je précise, attention, ce n'est pas une île, c'est un territoire d'outre-mer en Amérique du Sud. C'est vrai que je devrais arrêter de dire les îles françaises et je devrais dire les territoires français. Merci pour ce petit rappel. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, tu as un petit accent ? Est-ce que tu es originaire de Guyane ou tu viens de métropole ? Non, je viens de métropole, je suis originaire du sud-ouest de la France, donc je suis née à Montauban et ma famille est toujours donc dans le Lot-et-Garonne, du côté de Villeneuve-sur-Lot. Super. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour en arrière et nous expliquer comment tu es passé de Montauban à la Guyane ? Oula, un long parcours à travers la France. Donc, en fait, j'ai fait mes études dans le sud-ouest. Donc, j'ai une maîtrise de transformation agro-industrielle. Et j'ai démarré, en fait, ma vie active en France, où j'ai pas mal bougé dans différentes villes pour, du coup, acquérir mon expérience professionnelle. Donc, j'ai été pendant plus de 13 ans, 14 ans même, responsable qualité en industrie agroalimentaire et aussi dans la restauration. Donc, comment je suis arrivée en Guyane ? Tout simplement, un petit ras-le-bol, petite routine, etc. Besoin d'évasion. Et donc, avec mon mari, on a décidé de quitter la métropole. Donc, le dernier lieu où on était, c'était le sud de Paris, Sainte-Geneviève-des-Bois, donc dans le 91. Et voilà, si l'un ou l'autre avait une opportunité professionnelle, on s'est dit, on s'en va. Donc, du coup, on avait deux choix. La Guyane ou Lyon. Du coup, on a choisi la Guyane. Donc, on ne connaissait absolument pas la Guyane. C'était vraiment, on va dire, un petit peu l'aventure, quoi. Est-ce que du coup, on pourrait dire que c'est la Guyane qui vous a choisi ou c'est vous quand même qui avez choisi la Guyane ? On va dire qu'on a choisi la Guyane. Oui, par rapport à Lyon du coup, mais est-ce que tu avais d'autres opportunités dans d'autres zones ? Alors non, en fait, on n'était pas vraiment pressés de partir, mais voilà, là c'était un petit peu l'opportunité, puisque c'est lui qui a trouvé un poste en premier. On s'est dit, s'il y en a un des deux qui trouve, voilà, on y va. Et là, effectivement, la Guyane, c'est quand même, voilà, c'est une destination qui est quand même inconnue aujourd'hui. Inconnu. On connaît par les informations, etc. Mais ça reste quand même, on va dire, un territoire qui est quand même assez sauvage et où il y a quand même très, très peu d'informations sur ce qui se passe. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, dans les informations en métropole. Et pourtant, c'est un territoire français. Et donc, du coup, ça a fait que, on s'est dit, beaucoup de personnes nous ont dissuadés, puisque quand on entend parler de la Guyane, c'est insécurité, c'est la jungle, c'est l'Amazonie, c'est les araignées, c'est les serpents, voilà, beaucoup de clichés. Et en fait, clairement, pas du tout découragé par ça, on a foncé. Voilà. Tu sais très bien qu'en général, on aime parler des choses qui font peur et qui sont négatives plutôt que d'essayer de mettre en avant les choses positives. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Du coup, est-ce que vous avez tout claqué et vous êtes parti ou vous avez quand même pris un billet d'avion pour aller voir à peu près dans quoi vous allez vous lancer ou comment ça s'est passé ? On ne connaissait absolument pas la Guyane, on n'est même pas allé faire de repérage du tout. Donc c'est mon mari qui a trouvé un poste en premier et du coup on a pris le billet d'avion et on a déménagé, container, chargement du container et puis voilà, et puis livraison du container 3 semaines après en Guyane et voilà. Ça coûte cher à peu près un container, approximativement, pas besoin d'un prix exact mais... Alors ça dépend la taille du container. Donc nous on a pris toutes nos affaires de métropole, c'est-à-dire qu'on n'a rien laissé, on a vidé notre maison, qu'on a mis dans notre container.
il faut compter avec la voiture, donc nous on a pris aussi notre voiture, dedans, il faut compter entre 3 000 et 5 000 euros. Moi, je trouve que le prix, il est vraiment pas excessif. J'avais eu un conteneur quand je suis partie à Chicago et je me souviens que le prix était pas si excessif que ça finalement. Donc, super. Du coup, vous aviez quand même trouvé un logement à distance. Est-ce que l'entreprise vous a aidé? Comment ça s'est passé? Non, du tout. On a d'abord pris un Airbnb en arrivant pour un mois. Alors, ce qui est très difficile en fait, c'est qu'à distance, et alors je sais pas pour les autres îles d'outre-mer, mais par exemple pour la Guyane, faire les démarches à distance, c'est pas possible. Pour rechercher un logement, pour tout ce qui est démarches administratives, il faut vraiment être sur place. J'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail après. Mais ici, on privilégie le contact, le face-to-face, parce que clairement, à distance, les mails, le téléphone, ça marche pas et ils répondent pas, très souvent. Donc, on a trouvé un logement Airbnb à distance qu'on a pris en fait pendant un mois le temps de récupérer du coup notre container. Et ça nous a permis en fait de pouvoir chercher un appartement en fait. Ok. Voilà. Est-ce que tu te souviens de ton premier ressenti quand t'es descendu de l'avion? Alors oui, on va dire que j'ai ressenti la sensation d'être dans un hammam. Pour résumer, en fait, ça m'a fait une grosse bouffée de chaleur et d'humidité à la sortie, en fait, quand j'ai passé la porte en fait, de l'aéroport, quand je suis arrivée dehors. Le taux d'humidité ici, toute l'année, il est à plus de 80%. Oh. Et la chaleur, puisqu'on est arrivé, nous, fin janvier 2017. Donc, on était en saison, pas saison des pluies, mais ni saison sèche, on va dire entre les deux. J'en parlerai aussi tout à l'heure par rapport aux saisons. Donc, ouais, un hammam. En plus que du coup tu partais de la France, c'était l'hiver entre guillemets. Bon, dans le sud, je pense pas que c'était vraiment si froid, C'est ça. mais ouais, ça a dû faire un bon. C'est ça. Et ensuite, vous aviez enfin, moi, j'arrive pas du tout à imaginer la Guyane. Donc, une fois que tu sors de l'aéroport, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des palmiers? Est-ce que tu vois d'autres sortes d'arbres exotiques? Qu'est-ce que tu vois? Alors, quand tu arrives en fait sur la Guyane, déjà à travers le hublot, ce qui est juste magnifique, c'est qu'effectivement tu vois, alors moi j'appelle ça des brocolis, tu vois un parterre de brocolis et en fait c'est la forêt amazonienne. Donc c'est juste extraordinaire. Génial. Donc on voit ça à travers le hublot et après quand on arrive à l'aéroport, bon ben voilà, il y a des palmiers, des cocotiers, un peu comme en Guadeloupe et en Martinique quoi. Ok. J'ai eu l'opportunité de parler avec Jessica qui nous a fait découvrir la Polynésie française et elle, quand elle est arrivée à l'aéroport, on leur donnait un collier de fleurs. Est-ce que tu as eu une sorte de collier ou quelque chose comme ça ou pas du tout? Alors moi quand je suis arrivée, en fait je suis arrivée pendant la période du carnaval en Guyane. Donc, en fait, ici, on a ce qu'on appelle les touloulous. Donc, ce sont des personnes qui sont masquées en fait entièrement. On ne voit pas un seul bout de peau. Tout le costume est vraiment intégral. Et donc, on a été accueillis par les touloulous à l'aéroport avec bien sûr les danses traditionnelles, etc. Donc, c'était très sympa. Ah ouais, j'allais dire, en fait, je pense que là, ce que tu viens de dire, c'est si il y en a qui nous écoutent et qui veulent aller en Guyane, allez-y pendant ce festival et je pense que là, au niveau accueil, vous allez être servis, quoi. Le vol depuis Paris, il dure combien de temps? Je dirais entre 7 et 8 heures de vol, D'accord, à peu près. 7 et 8 heures et du coup, tu as 6 heures de décalage avec la France? Alors, 5 heures, actuellement, on a 5 heures de décalage. Voilà, en fonction des heures d'hiver et des heures d'été pour la métropole. Donc, là, en ce moment, on est à 5 heures de décalage, sinon, c'est 4 heures. Ok, ça c'est un truc qui me surprend qu'en métropole on change l'heure, mais dans les îles on change pas d'heure quoi. Ouais. C'est comme ça. Et donc est-ce que tu peux nous dire un peu justement, tu parlais brièvement des saisons, à quoi elles ressemblent les saisons en Guyane? Alors comme je disais tout à l'heure, en fait sur l'humidité, donc on a une humidité ambiante permanente. Le taux est toujours entre 80 et 90% d'humidité. Donc ça il faut y être quand même préparé. Alors le corps, je dirais, s'y fait avec le temps. Moi, c'est vrai qu'il m'a bien fallu un mois d'acclimatation. On transpire beaucoup au début. On se fait piquer par les moustiques aussi. Donc, il faut quand même un bon mois. Et pour moi, ça a été un mois à peu près d'acclimatation. Et après, le corps va se réguler. Les moustiques vont être moins vigoureux, moins virulents aussi. Donc, ça va être... Voilà, ça va aller mieux, on va dire. Et là, du coup, pendant ce mois, tu t'es pas dit, mais punaise, qu'est-ce qu'on fout là?
Ouais, ça a été compliqué en fait, parce que forcément les moustiques, c'est pas les moustiques de métropole, donc des allergies, voilà. Mais bon, on s'y fait quoi. On s'y fait, on met des crèmes, on discute aussi avec les locaux pour savoir s'il n'y a pas des petits trucs, des petits remèdes locaux pour savoir, plutôt que d'utiliser de l'anti-moustique de pharmacie, voilà. On va sur les marchés, voilà, il faut aussi s'intéresser à tout ce qui se fait en local, et c'est vrai qu'on apprend aussi des choses intéressantes. Par exemple, pour les moustiques, il faut se mettre de l'huile de carapa. Donc la carapa, sont des graines qu'on trouve ici sur un arbre, et effectivement, c'est un répulsif pour tout ce qui est les poux, les moustiques, les tiques, etc. Ah, génial ça. Tu nous disais par rapport aux saisons? Alors pour les saisons, en fait, il y a plusieurs saisons, on va dire, entre guillemets. Donc on a la saison, on a la saison des pluies, on va dire la saison des pluies normale, qui va commencer à peu près de octobre-novembre jusqu'à février. Voilà. Le mois de mars, on l'appelle le petit été de mars, donc c'est le mois où il fait extrêmement chaud. Donc on va dire une saison sèche très 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 courte, donc ça dure sur un mois. Et ensuite, de avril jusqu'à à peu près juin, on va dire fin juin, début juillet, on a la forte saison des pluies. Et juillet jusqu'au mois de septembre-octobre, nous sommes sur la saison sèche. D'accord. Et quand tu dis forte saison des pluies, est-ce qu'il pleut vraiment toute la journée en continu, ou est-ce que c'est juste des averses par-ci par-là? Non, alors voilà, c'est vrai qu'on se fait toujours on va dire un gros truc sur la saison des pluies. Voilà, alors la pluie va tomber vraiment en abondance, mais ça ne reste jamais très longtemps. C'est-à-dire, ça peut durer par exemple un quart d'heure, 20 minutes, mais par contre extrêmement fort. Mais bon, Voilà. comme il fait toujours chaud, des fois ces pluies, moi je trouve qu'elles font quand même du bien. C'est ça. En termes de lever et couchage du soleil, comment ça fonctionne là-haut? Très très simple. Tous les jours, le soleil se lève à 6h30 et il se couche à 18h30. Voilà, toute l'année, c'est comme la Toute l'année. Guadeloupe. Ouais. Et ça, Voilà. c'est justement ce qu'on se disait avec Jessica, c'est que c'est pas mal pour le corps en fait, parce que du coup, ton rythme il change pas toute l'année. Il n'y a pas de je profite des soirées d'été et puis après, quand l'hiver arrive, je dois me réadapter. Complètement, oui. Ouais. Donc c'est vrai que moi qui suis du matin, j'aimais bien ce lever très matinal en même temps que le soleil. Et donc du coup, tu nous disais que il fallait justement pour lancer toutes les démarches, il fallait faire du face-à-face. Est-ce que ça a été assez facile une fois que tu étais sur place pour lancer toutes tes démarches? Alors, c'est vrai que les démarches sont assez longues. Par exemple, pour l'eau, l'électricité, tout ça. Donc, il faut se rendre en fait directement dans les administrations. Ah oui. Il faut aller chez EDF, il faut aller à la SGDE, parce que ça se fait pas par Internet, ça se fait pas par téléphone. Donc ça, c'est quand même c'est très très lourd. Très très lourd. C'est le plus, on va dire, au début, ça a été un peu compliqué. Donc il faut faire la queue, il faut y aller très tôt. Donc les administrations, tout ce qui est aussi EDF, etc., ça ouvre très tôt le matin, puisque comme on se lève beaucoup plus tôt, on travaille beaucoup plus tôt aussi. Mais par contre, on finit le soir aussi pas trop tard. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'à partir de 7h30 le matin, on fait la queue, par exemple. J'ai fait la queue à la SGDE pour pouvoir ouvrir mon compteur d'eau, par exemple. Donc voilà, donc tout est fait en fait beaucoup en rendez-vous sur place. Donc en gros, moi là, ce que je comprends, c'est si je venais à m'installer là-haut, ne pas forcément, si on a trouvé un travail, ne pas tout de suite commencer parce que tu risques d'avoir besoin de ce temps justement pour tout mettre en route. Et donc toi, Tout à fait. du coup, toi, tu travaillais pas à ce moment-là, donc au moins tu pouvais t'occuper de ces démarches. Voilà, tout à fait. Moi, j'avais quitté mon poste du coup en métropole, puisque j'étais responsable qualité dans une industrie agroalimentaire. Et donc, comme j'ai suivi mon conjoint, qui lui avait son travail quand il est arrivé, ça m'a permis effectivement, avant de retrouver du travail, de pouvoir enclencher ces démarches qui sont plus que nécessaires quand on avait trouvé notre logement, etc., etc.
Ouais. carrément. Et est-ce que tu dirais que la vie sur place est assez chère comparée à la métropole? Alors oui, c'est clair que la vie est chère. Les loyers sont chers aussi. On est sur à peu près des loyers comme en région parisienne. D'accord. Donc il faut, faut être bien conscient de ça. Après, sur l'alimentaire, tout ce qui est produits d'hygiène, etc., forcément, ils sont surtaxés. Un peu comme la Guadeloupe et la Martinique aussi, hein. Donc, en gros, la solution, c'est de manger local et d'aller faire les marchés, d'aller connaître les producteurs. Voilà. En fait, ici, moi, je privilégie énormément le circuit court pour l'alimentation quotidienne, hein. Et après, de par mon métier aussi, forcément, j'ai beaucoup de contacts avec les producteurs, etc. Après, pour tout ce qui est, voilà, on va dire, les produits d'hygiène, il n'y a pas le choix, hein. Ouais, carrément. On est obligé, voilà. Et puisqu'on est sur le thème des produits alimentaires, au niveau de l'eau, est-ce que vous pouvez consommer l'eau du robinet ou est-ce que vous deviez acheter des bouteilles d'eau? Alors, on peut consommer l'eau du robinet. Moi, personnellement, je ne la consomme pas. Pourquoi? Parce qu'il arrive très souvent d'avoir des coupures d'eau. D'accord. Voilà. Et l'eau, des fois, elle coule un peu comme du iced tea. Donc, alors, c'est pas grave, hein, c'est que surtout pendant la saison des pluies, très souvent, il y a des coupures d'eau. Car il y a des inondations, etc. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais très souvent, ce phénomène, il arrive à ce moment-là. Et l'eau, quand on ouvre l'eau du robinet, elle est, comme je dirais, couleur Ice Tea ou Coca-Cola. Ouais. Donc, voilà. Donc, non, même si elle est traitée, on sait qu'elle est traitée, non, on consomme de l'eau en bouteille, ouais. Ou de l'eau, ouais, voilà. Oui, on avait le même souci en Guadeloupe, malheureusement. Donc, peut-être qu'un jour, la métropole mettra en place les moyens qu'il faut pour régler ce problème d'eau qui semble exister un peu partout, malheureusement. Une question un peu bête, mais est-ce qu'il y a des Leclerc, des Carrefour, des Aldi, des choses comme ça? Ouais, donc on a du Carrefour, on a de l'Hyper U, on a du Leader Price. Et après, ça va être beaucoup ce qu'on appelle les libres-services, les Chinois. Voilà. Donc, les libres-services sont souvent tenus par les Chinois, par la communauté chinoise ici. Ah, intéressant. J'avais une question au niveau insectes, mais tu en as déjà parlé. Il y a pas mal de moustiques, donc bon, ça c'est un peu typique dans les régions comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres insectes qui, toi, t'ont effrayé quand t'es arrivé sur place? Alors, on est en Amazonie. Donc, du coup, voilà, la jungle, la forêt. Donc, alors, pour être tout à fait franche, hein, quand j'étais en métropole, moi, j'avais peur d'un faucheux, hein, les araignées qu'on trouve dans les maisons, dans les petits recoins, voilà. Et pourtant, quand je vois aujourd'hui ce qu'il y a ici, voilà. Donc, non, j'adore les animaux. J'adore les animaux. Donc, au début, c'est vrai que tout est XXL ici, hein. Voilà, on va traverser la route, on peut voir un anaconda, on peut voir des mygales, on peut voir des paresseux, des singes. C'est le quotidien. Ça, c'est le quotidien. Donc voilà, dans les jardins aussi, on peut voir un caïman qui peut sortir d'un égout en plein centre-ville. Mais non! Oui, oui. Et, c'est la réalité. Donc après, c'est vrai que, honnêtement, je le dis, hein, si on n'aime pas la nature, ça va être très compliqué. Voilà, faut être clair, hein. Voilà, après, je dis pas que moi, je suis en appartement, j'ai pas des mygales dans mon appartement, j'ai pas de serpents, etc. Par contre, quand on se balade sur les bords de route ou même dans le centre-ville, ça peut arriver de tomber sur des animaux de la jungle, hein, en fait, hein, qui sont là parce que la forêt est très très proche en fait de la ville, hein. Elle est vraiment à 5 minutes de chez moi. Je peux aller faire un sentier en forêt et on est immergé dans la forêt. Bon, c'est la forêt, on va dire, c'est pas la forêt primaire, c'est la forêt secondaire, mais déjà voilà, ça donne, il y a du singe, il y a de la mygale, il y a du serpent, il y a tout ça. Donc voilà. Bon, moi, tu me fais rêver avec le paresseux et le singe, avec la mygale et l'anaconda, un petit peu moins. Mais après, je dois avouer que moi, j'étais aussi une grosse trouillarde des petites araignées en France. Et là, j'ai commencé à en voir des un petit peu plus grosses. Je pense que oui, à force de les voir, on s'y habitue, entre guillemets, même si ça ne veut pas dire qu'on va les adorer et qu'on en veut une dans notre lit. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais si toi, tu aurais un conseil justement à donner, si tu vas en rando par exemple, quels sont les petits trucs à savoir avant de partir faire une petite rando en Amazonie en fait? Alors, en fait, pour expliquer un petit peu, moi, j'étais pas du tout, en métropole, j'étais pas trop rando, forêt, etc. Et ici, ça a été une véritable
révélation, je peux le dire. Hein. Moi, je suis complètement tombée amoureuse de la Guyane et de la nature. Bon, déjà, j'adorais les animaux à la base, mais alors là, encore plus. Donc, je fais beaucoup de rando de journée et de nuit même. Et c'est la nuit où j'aime le plus aller, puisque c'est là où on voit vraiment encore plus d'animaux, puisque c'est calme, il n'y a personne. Donc, en gros, ma tenue de rando, c'est quoi? C'est la lampe frontale. Donc là, c'est pour la nuit. Hein. Pour la journée, alors aussi bien journée que nuit, ça va être forcément pantalon léger pour être vraiment à l'aise, que ça ne serre pas sur la peau parce qu'on va transpirer un petit peu. T-shirt, alors tout en coton si c'est possible. T-shirt à manches longues aussi, pour éviter, si on se touche ou qu'on accroche un arbre ou autre, une petite bête qui pourrait se poser sur le bras, voilà, c'est bien d'avoir des manches longues. Donc la frontale pour la nuit, t-shirt et pantalon, des chaussures de rando, alors ça c'est hyper important, de ne pas y aller avec des savates ou des tongs ou des petites chaussures. C'est clair. Faut vraiment investir dans la chaussure de rando quand même parce que y a du caillou, il y a de la terre, enfin ça peut glisser, etc. Et puis après, l'anti-moustique sur les vêtements, ça peut être pas mal. Avant d'y aller, de se vaporiser un petit peu d'anti-moustique pour déjà un peu repousser tout ce qu'il pourrait y avoir. Et honnêtement, voilà, bouteille d'eau, une petite barre de céréales ou un petit truc sucré au cas où. Et puis l'appareil photo. Ouais, tu m'étonnes. J'imagine qu'il doit y avoir des bruits d'animaux en plein milieu de la nuit qui doivent être hallucinants. J'essaierai de faire une petite recherche YouTube et j'essaierai d'insérer ce bruit justement pour essayer de nous faire rêver quelques secondes. Et voilà, j'espère que ces quelques secondes vous ont fait voyager. Maintenant, retour à l'interview. En termes alimentaires, est-ce qu'il y a un repas typique de la Guyane que tu adores manger? Alors, il faut savoir qu'ici en Guyane, la Guyane, c'est multiculturel. C'est-à-dire qu'on a énormément de communautés ethniques vraiment différentes. Donc, on a les Amérindiens qui sont, on va dire, les premiers à être arrivés en Guyane. Donc communauté amérindienne. On a bien sûr les créoles. Donc quand je dis créoles, c'est les Guyanais, les Guadeloupéens, il y a des Martiniquais. On a une communauté aussi haïtienne, on a des Chinois, on a des Hmong aussi, la communauté Hmong, qui sont en fait des Laotiens. Ils ont quitté le Laos pendant la guerre et ils sont arrivés après en Guyane. Et ce sont les premiers producteurs de fruits et légumes de la Guyane. Donc, ils sont rassemblés essentiellement dans 2 villages en Guyane, qui sont Javoué et Cacao. Et c'est là où ils vont en fait produire tous les fruits et légumes de Guyane. On va dire c'est les producteurs majoritaires des fruits et légumes de Guyane. Ensuite, on a les Brésiliens, on a des Surinamés, voilà. Donc, en gros, en termes de nourriture, on peut manger de tout. Donc là, la spécialité guyanaise, il y en a quelques-unes. Alors par exemple, pour Pâques, on va faire le bouillon d'awara. Donc le bouillon d'awara, en fait, l'awara, c'est une graine qui vient d'un palmier spécifique, une graine orange. Et donc, on va broyer cette graine et on va rajouter de la viande, du poisson, des légumes qu'on va laisser mijoter pendant alors je vais peut-être dire des bêtises parce que je ne suis pas la spécialiste du bouillon d'awara, mais pendant au moins 1 jour pour que ça prenne bien le goût avec des épices, etc. Donc il y a le bouillon d'awara, qu'on appelle ici le bouillon wara. Après, en dessert, on a les petits biscuits, les contes, ce sont des petits sablés. Le couac, donc le couac qui est de la semoule de manioc, qui est très souvent faite par les Amérindiens, vraiment de façon artisanale. Donc le couac est beaucoup mangé ici avec soit on le prend en froid comme un taboulé en fait, hein, qu'on va réhydrater, ou on peut mettre avec des petits bouts de viande, du poisson, etc. Ou alors on peut le manger avec une sauce chaude qu'on va réhydrater en accompagnement, par exemple avec une viande. Oui, et puis ça, il paraît que c'est super bon pour la santé en plus. Exactement. Pas de gluten, ça cale bien l'estomac. Et puis en plus, voilà, c'est du manioc, donc pas de souci.
Après, il y a beaucoup de viandes qui sont faites en fricassé. Fricassé, alors ici, on a la viande de bois, qu'ils appellent la viande de bois, le cochon bois, le maï pourri, tout ça, ce sont des espèces qui sont chassées. C'est des viandes, en fait, donc c'est comme des viandes, on appellerait chez nous, je sais même plus en métropole, les viandes comme le sanglier, le gibier, pardon, voilà. Du gibier, oui. Comme des viandes voilà, comme le gibier. Donc voilà, qui sont faites, mijotées pendant plusieurs heures et vraiment pour fricasser de viande de bois, etc. En fait, il y a pas mal de spécialités. Écoute, il va être 14h là, à un moment où on enregistre et moi, elle m'a bien ouvert l'appétit. Ça donne trop envie de ce dont tu parles. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur justement toi, ton projet, dans quoi tu t'es lancé? Alors, en fait, en arrivant en Guyane, donc j'ai dû rechercher du travail. J'avais quand même cette idée en tête, donc de monter ma société. Donc, je suis pas mal allée donc moi, je viens du secteur de l'alimentaire. Hein. J'ai beaucoup discuté en fait j'ai fait les marchés, j'ai discuté avec les agriculteurs, j'ai essayé de comprendre en fait comment ça fonctionnait localement. Et effectivement, j'ai senti qu'il y avait un manque d'expertise dans ce secteur-là. Donc, j'ai créé ma société en mars 2018, PLG Food Consulting. Et en fait, aujourd'hui, je fais du conseil, de la formation et de l'accompagnement pour tous les porteurs de projets dans l'alimentaire, donc que ce soit les restaurateurs, des agriculteurs, des agrotransformateurs, voilà, qui veulent travailler des produits alimentaires. Et donc, je les aide en fait au démarrage de leur projet jusqu'à l'ouverture de leur point de vente ou de leur atelier de transformation. Et voilà, donc je suis un peu multicasquette puisque je vais aussi bien dans les champs d'ananas que dans des restaurants, que dans des ateliers de confiture. Voilà, c'est assez mixte. Bon, étant donné que tu le sais, moi j'adore parler entrepreneuriat et tout ça. Comment on se lance justement? Donc tu as vu qu'il y avait un besoin, mais comment comment tu passes de l'analyse d'un besoin à quelque chose de concret? Comment ça s'est passé cette période en fait? Alors j'avais déjà l'idée en quittant la métropole, je me suis dit il y aura peut-être quelque chose à faire en Guyane. Et effectivement, donc comme je te disais, j'ai beaucoup discuté, essayer de comprendre comment ça fonctionnait localement, voilà, en discutant avec les locaux, etc. Et voilà, moi je partais de zéro, hein. La Guyane, je ne connaissais personne, je n'avais absolument pas de réseau. J'ai rejoint un incubateur de femmes entrepreneurs, donc qui sont les premières de Guyane. Bon, mon projet était plus ou moins déjà monté, j'avais déjà commencé à rédiger business plan, etc. Et en fait, j'avais besoin vraiment d'un push pour pouvoir lancer le truc et surtout avoir aussi les bonnes connexions pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Alors moi, je suis partie vraiment très, très difficile hein, quand on arrive de la métropole. Bon, j'ai rejoint l'incubateur, mais après, il faut se débrouiller. Hein. Donc, très simplement, j'ai pris ma voiture, j'ai fait les allées principales de Cayenne, des villes alentours, et je suis allée déposer ma plaquette, je suis allée discuter avec les restaurateurs, je suis allée voir les agriculteurs, et ça s'est fait comme ça. Alors, ça a mis du temps, hein, parce que c'est long. On ne va pas le voir forcément sur les premiers mois. Ça a mis quand même 1 an, voilà, le temps que le bouche à oreille se fasse. Ici, c'est beaucoup de bouche à oreille. Quand quelqu'un est content, il va en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, en fait, ça fait un effet boule de neige. Et aujourd'hui, j'ai la chance que ça s'est bien passé et que l'effet boule de neige a bien pris. Et qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des clients réguliers et le bouche à oreille continue de marcher, en fait. Hein. Ouais, après, tu vois, moi je pense que c'est un peu normal, peu importe où tu te trouves, c'est qu'ils te connaissent pas. Donc C'est ça. c'est un peu normal qu'il faut qu'ils apprennent à te faire confiance, qu'ils entendent. Tout à fait. Voilà, donc je pense que c'est normal d'être patient. Et du coup, est-ce que toi, tu as dû investir de l'argent dedans ou tu as réussi à partir seulement de tes économies? Non, je suis partie sur mes économies, oui. Ouais, ok. Mm. Et donc, du coup, tu disais que ça a pris 1 an, donc ça, c'est bien de le rappeler qu'il faut être patient. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que de rejoindre un incubateur, justement, c'est une aide assez précieuse dans le lancement d'un projet? Oui, tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas travailler seul. Il faut vraiment s'entourer. Le fait de rentrer dans un incubateur, il y a un réseau. Déjà, avec les autres porteurs de projets aussi, ça permet d'échanger, de communiquer, de partager aussi les galères, hein, parce qu'on va tous passer par des galères quand on est entrepreneur. Et puis là, encore plus aussi, je dirais que c'est un peu plus difficile parce que quand on arrive dans un pays, un pays entre guillemets, ou un territoire d'outre-mer qui est inconnu, voilà, c'est pas forcément évident quand même hein, aussi. Hein. Donc, s'adapter, comprendre comment ça fonctionne, il y a tout ça. Et tout seul,
c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment être accompagné. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Du coup, Pam et moi, donc on se connaît pas, mais on a toutes les deux rejoint le même incubateur, donc c'est comme ça qu'on est en quelque sorte rentrés en contact. Et je te rejoins là-dessus. Pour moi, je pense que joindre un incubateur dans un projet, enfin, tout le monde devrait le faire parce que c'est clair que niveau réseau et coup de boost, c'est énorme. Comment est-ce que vous avez vécu l'éloignement avec la famille, etc. Alors, je dirais un petit peu difficile, surtout la première année, avec voilà, les fêtes traditionnelles, hein, Noël, Pâques. Voilà, moi, je suis très famille. On est très rassemblement aussi famille. Donc, ça a été un petit peu compliqué, on va dire, allez, les 2 premières années, puisqu'on n'est pas forcément, on est descendu pour Noël la première année, mais les autres années, on n'a pas fait Noël, on a fait Noël ici. Donc, c'est un peu compliqué, mais on s'y fait, puisque après, ici, on se fait des amis. On est aussi des expats, donc on se rassemble en fait, hein, parce qu'on sait que nos familles sont en métropole, donc on fait aussi, on fait la fête sur la plage à Noël, tous ensemble. C'est ça. Et tu trouves pas trop bien ça de fêter Noël sur la plage? Moi j'adore, personnellement j'adore. Complètement. Mais au lieu d'avoir un bonhomme de neige, d'avoir un bonhomme de sable, franchement. Voilà, exactement. Et puis du coup ça donne une destination à ta famille pour venir te voir, donc c'est quand même pas négligeable. Avant d'en arriver aux questions de la fin, est-ce que tu voudrais partager avec nous s'il y a quelque chose que tu aimes vraiment en Guyane et à l'inverse quelque chose que tu détestes? Alors, ce que j'aime ici, vraiment particulièrement, je me suis investie dans des associations locales, notamment une association qui me tient vraiment à cœur depuis que je suis arrivée en Guyane, c'est l'association Quata, qui est sur la préservation en fait des tortues marines de Guyane, à savoir que la Guyane est un site de ponte de tortues marines. Donc, on a 3 types de tortues marines ici, la tortue verte, la tortue luth et la tortue olivâtre. Donc, c'est un spectacle qui est juste magique, magnifique. Et voilà, il faut le vivre pour le croire, en fait. Donc, on a la saison des pontes qui démarre à partir du mois de février-mars jusqu'à octobre, donc inclus avec les émergences, donc les petits bébés qui sortent après du sable et qui rejoignent la mer. Donc là, j'ai rejoint cette association pour la protection de ces tortues, justement, puisqu'il y a besoin de sensibiliser quand même les gens qui viennent ici, parce qu'il y a quand même du turnover aussi tous les 3 ans avec les militaires, les gendarmes, les professeurs, etc., pour vraiment protéger ces tortues qui sont en voie d'extinction. Donc voilà, donc je fais de la sensibilisation, du bénévolat par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'est un spot ici vraiment à tortues marines on a vraiment de la chance. Donc, s'il y en a qui nous écoutent et qui vont s'installer en Guyane, quelle est la chose à ne pas faire justement pour protéger ces tortues? Alors, par exemple, c'est de les toucher, donc interdiction de manipulation. Il faut vraiment les laisser se débrouiller. Si on y va en soirée, il faut éviter de faire des photos avec des flashs. La lumière éblouit et aveugle la tortue. Éviter de courir sur la plage à proximité de la tortue parce qu'elle sent en fait, alors elle n'a pas une vision qui est très, on va dire très nette. Par contre, elle sent toutes les vibrations au niveau du sol. Donc voilà, éviter de courir auprès des tortues et puis en gros les observer avec respect et avec un éloignement suffisant, puissent faire leur ponte et repartir à la mer après tranquillement. Oh, trop mignon. On mettra dans la description du podcast si tu veux le lien vers ton association. Je sais pas s'ils sont des fois en recherche de fonds, mais peut-être si quelqu'un nous écoute et voudrait participer, on mettra le lien avec grand plaisir. Et donc du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que je déteste en fait, c'est un peu compliqué. Ouais. Tu m'aurais posé la question il y a 1 an. Je t'aurais dit l'attente dans les administrations, je t'aurais dit les araignées, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, certes, il y a des choses qui sont pas faciles dans le quotidien parce qu'effectivement, on n'est pas en métropole. Mais je crois qu'on arrive à prendre du recul sur la vie et à profiter justement de ces choses qu'on ne retrouve plus en métropole. On est speed, on est impatient, on va s'énerver pour un petit truc qui va nous bloquer. Et là, aujourd'hui, ça m'énervait en fait quand je suis arrivée. Et aujourd'hui, non, j'ai pas, franchement, je saurais même pas dire qu'est-ce que j'aime pas, puisque en fait, je me sens très très bien ici, quoi. Et je me suis vraiment adaptée complètement à la Guyane, quoi. Ah, ça fait plaisir à entendre. Donc du coup, ça t'a quand même pris quelques années, on va dire. Ça m'a pris quelques années, oui. Ouais, tout à fait. Ça fait 5 ans, là, je suis sur la 5e année.
Et c'est vrai que là, on va dire les 2 premières années, bon, il faut s'acclimater, il faut voilà, comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais je crois qu'on redécouvre des choses. Bon, je suis pas vieille, j'ai 40 ans. Je m'estime pas vieille encore, mais Non, tu n'es pas vieille. on va dire que quand même, j'ai l'impression qu'on retrouve des valeurs qu'on avait avant. De prendre le temps, de dire bonjour quand on va rencontrer quelqu'un dans la rue, même si on ne le connaît pas, ou quand on rentre dans un magasin. C'est des choses, je trouve, qui se sont perdues en métropole et qu'on retrouve ici et qui font partie du quotidien. Et ça, c'est super. Ah, génial. Et j'ai une petite question ici qui dit, si on élimine le drapeau et la langue française, est-ce que tu pourrais dire que tu te sentirais dans un pays étranger? Je dirais, on est en France, mais on est quand même en Amérique du Sud. Et si tu veux, il y a vraiment cette sensation d'Amérique du Sud. C'est certes, on peut dire qu'on est en France, mais moi, j'ai pas l'impression d'être comme si j'étais en métropole, quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais si, et justement, c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que comme on en parlait offline avant l'enregistrement, on peut pas nous considérer comme des expatriés parce qu'on est sur le territoire français, mais au final, moi, je pense que si, justement, c'est intéressant de voir que justement, sans le drapeau et sans cette langue française autour de nous, je pense qu'on peut se considérer dans un pays étranger, et c'est justement ça que j'ai envie de faire ressortir à travers cette saison spéciale, en fait. Oui, tout à fait. Pas besoin de s'expatrier en Australie si on a besoin de voir des migales aller en Guyane. Ah ben complètement, ouais. Avant que je te pose les petites questions de la fin concernant les prix, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudras ajouter, peut-être un conseil à quelqu'un qui voudrait y aller ou autre chose? Je dirais, faut pas avoir peur en fait des a priori qu'on peut avoir sur la Guyane, parce que c'est vrai que on va dire que les médias, la télé, enfin tout ça, tout ce qu'on peut voir un petit peu dans les reportages, etc. Il y a du négatif. Alors bien sûr, il y a du négatif partout, en métropole aussi, il y a du négatif. Mais c'est vrai que très souvent, on va montrer l'insécurité, les armes, les meurtres, etc. Bien sûr qu'il y en a. Alors forcément, la Guyane, on peut dire que c'est petit. Bon, c'est un territoire qui est de la superficie du Portugal. Mais comme c'est plus petit, les gens se connaissent, ça va très très vite en fait au niveau des choses. Donc oui, oui, il y a eu un meurtre à 5 minutes de chez moi. Bon, voilà quoi. Mais parce que les informations circulent très très vite. Après, voilà, il y a des endroits où il ne faut pas aller. On ne prendra pas de risques. Mais concrètement, c'est un territoire qui mérite vraiment d'être visité et d'être vraiment exploré, quoi. Mais voilà, comme je dis, alors ici, on dit souvent, la Guyane, soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit vous allez accrocher, vous allez tomber amoureux tout de suite. Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui adorent la nature, etc. C'est sûr que ça va matcher tout de suite. Et soit on n'aime pas. Si on est habitué à la ville, aux magasins, à faire des magasins régulièrement, de vêtements, etc., son petit confort, voilà. Clairement, il ne faut pas s'attendre à ça ici. Mais je dirais qu'on revit, enfin, on vit différemment. Moi, personnellement, j'étais magasin, j'étais, citadine. Mais honnêtement, aujourd'hui, oui, je vis avec des tongs, avec des shorts, des jupes et des robes, très simplement. Mais ça n'empêche que ça ne me manque pas, en fait, de faire les magasins de vêtements, parce qu'on vit plus simplement. J'allais dire, en plus, franchement, entre toi et moi, je trouve que c'est tellement plus gratifiant de me dire que je fais partie d'une association qui aide des tortues, plutôt que je vais dépenser mon argent tous les week-ends dans un centre commercial, quoi. Donc ça, je pense que ça doit faire un bien énorme au moral. Du coup, si tu devais te passer un petit message aujourd'hui, si tu devais te passer un message juste avant que tu mettais toutes tes affaires dans un conteneur prêt à partir, est-ce que tu te glisserais un petit mot? Je dirais oui, vas-y, fonce. Fonce et apprends la patience. C'est ça. Alors, pour les dernières minutes, je vais te poser on va faire une petite session rapide de questions sur les prix, parce que c'est vrai que du coup, on en a brièvement parlé, les choses sont quand même plus chères en Guyane. Si tu devais nous donner le prix d'une baguette de pain, par exemple. Alors, j'en achète pas vraiment. Je pense que ça doit être entre 1 et 2 euros. Le prix d'un pack d'eau. Un pack d'eau, ça va être entre 5 et 7 euros. Le prix d'une bouteille de champagne. S'il te plaît, dis-moi que tu bois du champagne de temps en temps. Oui, alors la bouteille de champagne, ça va. Alors, selon la marque de champagne, bien sûr, c'est entre 25 et on va dire 35 euros. Ok. Et pour finir,
Le prix d'un pack de 6 bières. Alors, je ne bois pas de bière. C'est les caipis ici, c'est les caipis, les caipirinas. Donc, du coup, je sais pas, un pack de bière. Pareil, il y a de la bière locale. On a de la bière de métropole, la Heineken par exemple. Je sais pas, on doit peut-être 5 euros. Ouais. D'accord, ok. Donc oui, les prix restent un tout petit peu plus élevés qu'en métropole, mais bon, c'est normal parce qu'il y a de l'importation et il faut bien payer Mm, mm. tous ces gros bateaux pour arriver jusque sur le territoire. Eh ben écoute, je te remercie. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous, par exemple, ta citation ou chanson préférée? Moi, je vous invite à aller à regarder sur les réseaux sociaux tout ce qui touche à la Guyane. Il y a beaucoup de choses sur la Guyane, notamment, je peux donner des sites, La vie en Guyane, qui est sur Facebook. Détermination, faune et flore de Guyane sur tout ce qui est image de la forêt, etc. Et voilà, il y a des partages en fait des coutumes locales avec des chansons locales amérindiennes, créoles, voilà. Donc je renvoie là-dessus. Super, et ben écoute, je mettrai tout ça en description du podcast. Et ben Pamela, merci beaucoup. Et puis Merci à toi. je te souhaite plein de succès dans la suite de ton projet. Merci beaucoup.